Dans ce chapitre numéro 9 de SES, on va voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale. Alors la mobilité sociale, c'est l'ensemble des changements de position sociale des individus au sein d'une société. La mobilité sociale, de quoi parle-t-on? Alors d'abord on a la mobilité professionnelle, c'est lorsqu'il y a un changement de statut qui n'a pas de lien avec l'origine des parents. Par exemple, je sais pas, si on passe de cadre à ouvrier, genre pour aucune raison, et bah ça n'a pas de lien avec les parents, mais on a quand même changé de cadre. Enfin changé, voilà. La mobilité sociale intergénérationnelle, c'est lorsque c'est un changement en rapport avec l'origine des parents. C'est-à-dire que là, si nos parents ils sont ouvriers et que nous on devient cadre, bah là il y a un changement assez prononcé. Et du coup, dans ce cas de figure-là que j'ai évoqué, ce serait une mobilité ascendante parce qu'on a un PCS qui est plus élevé que nos parents. Mais si on passe de cadre de cadre à employé, ça serait une mobilité descendante. Ou alors, du coup, si on passe de ouvrier à ouvrier, bah, c'est une reproduction sociale. Il y a pas de, enfin, c'est une immobilité sociale, on change pas. Partie numéro 1, mesurer la mobilité sociale, les tables de mobilité. Alors, les tables de mobilité sont construites à partir de l'enquête formation et qualification professionnelle FQP de l'INSEE et sont construites dans le but de mesurer le degré de mobilité ou d'immobilité sociale. Alors, deux questions sont posées aux individus. Quelle est votre situation professionnelle et quelle était la situation professionnelle de votre père lorsque vous aviez 20 ans? Vous montrerez ainsi la différence entre table de recrutement et table de destinée. Alors une table de recrutement, c'est pour savoir quelle était la profession des pairs des individus donnés. Dans un schéma, enfin dans un tableau, pour savoir si c'est une table de recrutement, il faut regarder où se trouvent les fils. Et si les fils ils sont en face du 100 de l'ensemble, et ben on sait que c'est une table de recrutement. Et du coup, ensuite on a la table de destinée, c'est pour connaître la catégorie professionnelle des fils. Et pour savoir si c'est une table de destinée, il faut regarder si le père il est en face du 100. Du coup voilà, c'est pour se retrouver. Vous distinguerez la mobilité sociale ascendante, reproduction sociale et déclassement. Un exemple de table de mobilité. Bon alors là ça a pas bien chargé, du coup je sais pas quelle table de mobilité c'est. Je crois que c'était destiné. Au recrutement, je sais plus. Mais bref, quand on regarde en haut, on peut lire le déclassement. Quand on regarde la ligne en diagonale, pardon, on peut voir la reproduction sociale, et quand on regarde en bas, on peut voir la mobilité ascendante. Vous vous demanderez si la mobilité des femmes est comparable à celle des hommes. Plus de mobilité ascendante de père en fils que de père en fille, mais les filles par rapport à leur mère ont souvent une mobilité plus ascendante. Du coup par rapport à leur père, elles sont souvent déclassées, mais par rapport à leur mère c'est l'inverse. Vous montrerez les intérêts et limites des tables de mobilité. Alors l'intérêt c'est de mesurer l'égalité des chances entre individus, et en plus c'est facile à comprendre pour la majorité. Les limites, c'est que les PCS c'est des catégories multidimensionnelles, c'est-à-dire que un agriculteur, on peut très bien imaginer un agriculteur assez pauvre comme étant un agriculteur qui a un champ immense avec qui est blindé, et qui voilà. Deux PCS distinctes peuvent correspondre à des positions comparables. Du coup, c'est un peu l'exemple que j'ai donné. Un agriculteur, elle peut très bien avoir une position et un niveau de revenu comparable à celui d'un cadre. Certains statuts, ils évoluent, comme le statut de prof. Avant, c'était un peu mieux respecté, maintenant, c'est pas ouf. Et ensuite, c'est difficile de mesurer la mobilité des femmes parce que avant les femmes, elles travaillaient pas, et du coup, si on regarde les mères, c'est pas très facile de voir réellement s'il y a une évolution ou si juste c'est normal quoi. Vous montrerez qu'il y a parfois un écart important entre la mobilité objective et la mobilité subjective. Occuper la même position sociale que son père n'est pas toujours vécu comme de l'immobilité sociale. On peut souvent se dire qu'on est moins bon que son père alors qu'on est là, genre notre père est ingénieur, on est nous-mêmes ingénieurs, on s'en rend pas compte. Plus l'individu est haut dans le classement, plus il aura un sentiment de déclassement. Un peu stupide, hein, mais plus tu gagnes du fric et plus même enfin, des cadres pensent qu'ils sont dans une catégorie plus basse que ce qu'ils sont alors qu'ils sont cadres. Je veux dire, ils sont. Pourquoi se sentir pauvre quand tu es riche, quoi? Bon, bref. Partie numéro 2, un écart parfois important entre mobilité objective et mobilité subjective. Vous expliquerez que l'évolution de la structure socio-professionnelle, c'est la mobilité structurelle, et à quoi est due la mobilité structurelle. La mobilité structurelle, c'est la mobilité sociale contrainte par l'évolution de la structure des PCS. Bah, c'est l'évolution en gros de la mobilité en fonction dans le temps. Elle s'explique par la tertiarisation, la salarisation, la féminisation et la hausse des qualifications. Un autre facteur qui explique la mobilité sociale, c'est la fluidité sociale. Vous montrerez qu'une société plus mobile n'est pas nécessairement plus fluide.
En effet, la fluidité sociale, c'est la situation dans laquelle un individu a les mêmes chances d'accéder aux positions sociales indépendamment de son origine. Depuis les années 70, les œufs de ratio sont passés de 90 à 20. Du coup, la reproduction sociale est moins importante, l'ascendance est plus facile, parce que depuis les années 70, il y a de moins en moins d'agriculteurs, tout ça. Une moyennisation, enfin plein de facteurs qui expliquent pourquoi est-ce que il y a plus de fluidité sociale. Les œufs de ratio représentent le risque d'un événement, la société est donc en théorie plus fluide. Vous montrerez l'importance du niveau de formation dans la mobilité sociale. Alors plus les individus sont diplômés, plus ils ont de chances de connaître une mobilité ascendante. C'est aussi en rapport avec la fluidité sociale, parce que la fluidité sociale, c'est genre l'égalité des chances. Et en soi, dans une société parfaite, la fluidité sociale, elle serait parfaite, et un fils d'ouvrier pourrait devenir aussi facilement qu'un fils de cadre à son tour. Sauf que c'est pas toujours le cas. Du coup, même si la société a évolué pour être plus fluide, elle est pas non plus 100% fluide. Enfin voilà. Une société plus mobile n'est pas forcément plus fluide. L'élévation du niveau de diplôme devrait favoriser pour les enfants de catégorie modeste une mobilité sociale ascendante. Toutefois, à diplôme équivalent, pardon, la position sociale reste différente selon le sexe et l'origine sociale. Vous montrerez l'importance des ressources et les configurations familiales. Selon Pierre Bourdieu, il y a différents capitaux transmis dans la famille. Il y a le capital social, culturel et économique, le rôle des configurations familiales dans la mobilité sociale. On constate souvent que plus la fratrie est grande, plus c'est compliqué pour un enfant d'avoir des diplômes, tout ça. Mais il y a des contre-exemples, comme la famille Belloumi, je crois, où genre la gosse, elle a des sœurs, et même si ses parents ils sont illettrés, grâce à ses sœurs qui ont bien réussi, et ben elle peut bien réussir parce que ses sœurs font office de deuxième parent.